Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info, une édition que nous débuterons à Paris avec le sommet Change Now. Il s'agit du plus grand événement mondial des solutions pour la planète. Le prince Albert II y a pris la parole en réaffirmant les engagements de la principauté. Le parcours d'embauche à Monaco devient 100% digital. Il offre des démarches en ligne plus rapides et plus accessibles aux employeurs et demandeurs d'emploi. 2 rencontres dans ce journal marquées par des échanges inspirants. Celle du champion olympique d'équitation Philippe Rosier avec les élèves du cours Saint-Maur et des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'école du Parc. L'Académie de l'AS Monaco fête ses 50 ans. En un demi-siècle, le centre de formation du club de la Principauté, pensé par Jean-Louis Campora, aura façonné de nombreux champions. Et puis ce soir, nous recevrons l'écrivain et membre de l'Académie française, Dominique Bonnat. Elle était l'invitée de la Fondation Prince-Pierre pour évoquer l'art de la biographie. Nous vous emmenons à Paris pour débuter ce journal où s'est ouvert hier le sommet Change Now au Grand Palais. Pendant 3 jours, cet événement présente les solutions concrètes pour la planète. Il rassemble des entreprises, des investisseurs, des start-up et des ONG du monde entier pour s'associer en faveur d'un monde plus durable. Une volonté partagée par le prince Albert II et sa fondation, présente sur le salon. Retour en images dans ce reportage réalisé à Paris par Alban Gingembre et Jérémy Henry. D'un côté, des tissus fabriqués à base de déchets de bananes, de l'autre, de la torréfaction de pépins de raisin. Leur point commun, ce sont des circuits qui contribuent à un monde durable. On crée un nouveau revenu en achetant ces coproduits qu'on achète à un prix équitable, puisqu'on a demandé à quel était le bon prix, pour soutenir une viticulture engagée, c'est-à-dire une viticulture ici biologique et même biodynamique, qui est respectueuse et régénératrice des sols. C'est-à-dire que de bout en bout, on fait attention à ce que ça vienne contribuer à une meilleure santé des écosystèmes. Et puis vous avez un produit qui est sans alcool, sans caféine, sans résidus de pesticides, sans cadmium, et très bon pour la santé puisqu'il contribue à la bonne santé de la peau et du cœur grâce à ses antioxydants. So we are here at the Change Now Summit and we're actually looking for partners in the textile industry, brands who are interested to integrate banana fibers into their collections or into their production lines. So we basically do blends so we can easily integrate with cotton or linen. Le forum Change Now regroupe de nombreuses solutions pour la planète, des projets encouragés par le prince souverain. We are not approaching a cliff. We are over it. The question now is whether we can build wings on the way down. I believe we can, and I believe many of you in this room are already doing it. Célia et Yara font partie des 10 porteurs de projets soutenus par la Fondation Prince Albert II dans le cadre de son programme Regeneration. Il y a un premier volet qui est du leadership. Donc on leur donne toutes les compétences douces d'un leader, la prise de décision, la prise de parole en public, la construction de réseaux. Deuxième volet, on leur donne de la visibilité, notamment dans le cadre de ces grands événements internationaux, mais également dans les médias. Et enfin, le troisième volet, c'est de construire leur réseau. La Fondation a un réseau incroyable. Notre objectif, c'est de leur ouvrir des portes pour les aider dans leur carrière. Ces projets choisis par la Fondation Prince Albert II montrent la volonté de Monaco et du prince souverain de placer la planète au cœur des préoccupations. Il assure la sauvegarde du patrimoine cinématographique et audiovisuel de la Principauté. L'Institut audiovisuel de Monaco a reçu hier après-midi la visite du ministre d'État Christophe Mirmand qui a pu découvrir les locaux situés boulevard du Jardin Exotique et les missions de cette association créée en 1997 et dirigée par Vincent Vatrican. De par ses actions, l'Institut audiovisuel collecte, conserve, montre et valorise les images, les documents, les films, mais aussi les tournages de Monaco Info. L'Assemblée générale des consuls honoraires de Monaco s'est tenue hier soir à l'hôtel Hermitage. Il y a été dressé le bilan de l'exercice écoulé et évoqué les perspectives 2026. Créée en 2003 sous l'impulsion du prince Régnier III, l'ACHM a pour objectif de fédérer le corps consulaire étranger accrédité à Monaco et de faciliter l'intégration des nouveaux consuls honoraires lors de leur nomination en principauté. L'association présidée par Marc Lecourt compte aujourd'hui 88 consuls honoraires adhérents.
C'est un véritable tournant numérique pour la principauté. Le parcours d'embauche devient 100% digital. CVTech, candidature instantanée, paiement des droits en ligne. Vanessa Dessy vous explique comment cette modernisation va simplifier la vie des employeurs et des chercheurs d'emploi à Monaco. Le reportage réalisé avec Thomas Deus. Avec la dématérialisation complète du parcours d'embauche, les démarches gagnent en rapidité et en simplicité. L'objectif étant de fluidifier les échanges, réduire les délais de recrutement et moderniser l'accès à l'emploi. Je crois que c'est une très grande avancée. C'était attendu à la fois par les employeurs et par ceux qui manifestent leur candidature à l'emploi. Je crois que c'est surtout le témoignage d'un travail extrêmement riche et collaboratif entre eux, d'un côté les employeurs et de l'autre les services de l'administration, être à l'écoute les uns des autres, essayer de produire finalement l'outil qui nous permet de gagner du temps, de simplifier la procédure, de dématérialiser le processus d'embauche, d'avoir tout autant de garanties en coordonnant les différents services de l'administration, ce qui est toujours quelque chose qui nous fait avoir un gain de temps et d'efficacité extrêmement appréciable. La mise en place d'une CVTech accessible aux entreprises monégasques vise à fluidifier la rencontre entre l'offre et la demande. Les recruteurs peuvent consulter directement les profils disponibles. Pour les demandeurs d'emploi, cette visibilité accrue augmente les chances d'être sollicités plus rapidement. Alors en fait, il s'agit de la CVTech des demandeurs d'emploi prioritaires, c'est-à-dire ce sont les demandeurs d'emploi qui sont enregistrés au service de l'emploi. Et donc ces demandeurs d'emploi prioritaires, s'ils le souhaitent, ils peuvent rendre leur CV visible aux employeurs monégasques qui ont accès à leur service en ligne. Donc en effet, ça permet de redynamiser l'embauche sur les prioritaires monégasques. Ça change beaucoup de choses, notamment pour les employeurs monégasques qui ont accès à un portail de fonctionnalités augmentées, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser l'ensemble de la procédure d'embauchage en ligne, depuis la recherche de leur candidat jusqu'à la signature du document d'autorisation d'embauchage, payer les droits en ligne et puis récupérer le document signé dans leur espace. La digitalisation du parcours d'embauche marque une étape clé vers un marché du travail plus transparent. Le numérique promet de rapprocher efficacement l'offre et la demande tout en modernisant les pratiques de recrutement en principauté. Un champion olympique de retour sur les bancs de l'école, Philippe Rosier, qui s'est distingué par équipe en équitation aux Jeux de Rio en 2016, est allé à la rencontre des élèves du Cours Saint-Maur. Un moment de partage qui entre dans le cadre d'un projet intitulé « Le sport et ses valeurs ». Les détails de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Philippe Rosier, champion olympique en saut d'obstacles par équipe en 2016 à Rio. Il est aujourd'hui et depuis 6 ans l'entraîneur national de la Fédération équestre de Monaco. Philippe Rosier était accompagné de Sophia Aurelia Georges, 13 ans, championne en catégorie poney. Tous deux ont répondu aux nombreuses questions d'une classe de CM1 du Cours Saint-Maur tout un après-midi. Je suis venu parler de mon sport, ma passion, et donner des réponses à des questions que des jeunes se posent pour tout le monde du sport équestre. Voilà. Et puis ça me fait plaisir d'être ici à Monaco en tant qu'entraîneur national. Donc on a quelques jeunes qui montent en compétition ici. Et aussi mon job de présenter ma passion et mon sport. Cette interview rentre dans le cadre d'un projet pédagogique mis en place dans cette classe de CM1. La maîtresse de la classe, avec ses élèves, a pour projet de classe le sport et ses valeurs. Et donc, dans ce cadre-là, elle a sollicité nombreux sportifs qui ont un lien étroit avec la principauté de Monaco. Et donc, M. Rosier a répondu favorablement à notre demande et est venu rencontrer nos élèves. Donc, à travers sa venue, une interview a été menée et qui paraîtra dans le numéro 2 du journal de classe qu'ils ont créé. Donc là, je vous présente le numéro 1 et le numéro 2 sortira au mois de juin. À la fin de cette interview, Philippe Rosier et Sophia Aurelia Georges ont signé des autographes. D'autres sportifs sont déjà passés par là cette année. Après Philippe Rosier, Valentin Vachereau, Antoine Zegdar ou encore par exemple Oliver Biermann, le skieur monégasque Arnaud Alessandria répondra aux questions de ces jeunes journalistes en herbe le 10 avril.
C'est une tournée bien particulière que les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont entamée depuis la rentrée, une tournée dans les classes de la Principauté pour permettre aux enfants d'approfondir leur découverte musicale. Après l'école Stella, il y a quelques semaines, ils sont allés cette fois à la rencontre des élèves de maternelle de l'école du Parc pour un nouvel atelier musical. Le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Si tu ne vas pas à la musique ira à toi, c'est ce que proposent les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Les élèves de la grande section de l'école maternelle du Parc ont pu découvrir, le temps d'une matinée, 5 musiciens avec 5 instruments différents, que ce soit le basson, le cor, la flûte traversière, la clarinette ou encore le hautbois. Les musiciens de l'orchestre ont joué des morceaux en live et ont présenté un par un leur instrument, une matinée qui a plu aux enfants. J'ai appris comment on peut faire la musique. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était très bien. J'ai écouté des chansons et j'ai aimé. L'objectif, c'est simplement de faire découvrir aux enfants, dès le départ, dès tout petit, qu'est-ce que c'est vraiment que de faire un instrument, à quoi ça correspond, quels sons ça a, qu'est-ce que ça peut donner, si ça leur plaît, que ce soit concret pour eux. Et puis c'est vrai que c'est le public de demain, donc on essaye de leur montrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un petit garçon qui a posé une super jolie question en disant pourquoi on a inventé la musique, et de leur dire que la musique, eux, ils vivent avec toute la journée, ils savent chanter, ils savent déjà faire des choses, et que les instruments, c'est une autre manière de vivre la musique. Et comme on a la chance d'avoir un bel orchestre à Monaco, on essaie de leur montrer que l'orchestre, c'est pas quelque chose de lointain, et qu'ils peuvent aussi venir nous voir au concert, évidemment, et que nous, on peut venir les voir dans leur école. De Shostakovich en passant par Debussy ou encore Prokofiev, apprendre la musique, faire découvrir les instruments, donner envie de les pratiquer, c'est ce que propose l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en se rendant dans les établissements de la Principauté, et cela depuis plus de 10 ans maintenant. Quel est le point commun entre Lilian Thuram, Thierry Henry, David Trezeguet ou encore Kylian Mbappé ? Ils ont tous été formés à l'AS Monaco. Voilà 50 ans maintenant que le club de la Principauté façonne les champions de demain. Et pour lancer cet anniversaire, l'AS Monaco a organisé hier soir à la Diagonale une table ronde en présence de dirigeants, d'anciens joueurs, mais aussi de l'ancien président du club Jean-Louis Campora qui est à l'origine du centre. Le reportage de Christine da Petit-Homel et Lionel Bernardi. Depuis 50 ans, le centre de formation de l'AS Monaco façonne des joueurs, mais aussi des hommes. Lors d'une table ronde organisée à la Diagonale, dirigeants et anciens pensionnaires sont revenus sur les clés de cette réussite. Au fil des décennies, l'Académie monégasque s'est imposée comme l'une des références en France. Chaque année, ce sont 21 jeunes joueurs qui rejoignent le centre de formation pour suivre un parcours exigeant où le talent se développe grâce au travail et à l'état d'esprit. Pour les responsables de l'académie, la mission ne se limite pas au terrain. Il s'agit aussi d'observer, de comprendre les profils et d'accompagner chaque joueur dans son évolution. Un demi-siècle marqué par l'éclosion de nombreux joueurs devenus des références au plus haut niveau. 50 années, c'est énorme. C'est énorme. Je dirais que le bilan, il est positif, mais comme dans la plupart des académies. Après, peut-être ce qui peut différencier celle de l'AS Monaco et des autres, c'est le nombre de légendes formées par cette institution, le nombre de joueurs professionnels également formés par cette institution. Et je rajouterais également la fierté, peut-être effectivement, d'avoir fourni le football professionnel français et européen, mais aussi une satisfaction certainement d'avoir formé aussi des gens qui peut-être ne sont pas en première page des journaux, mais qui aujourd'hui ont réussi à puiser à l'intérieur de la formation monégasque toutes les valeurs et toute l'énergie et tout l'enthousiasme qui font leur vie active d'aujourd'hui. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Dans beaucoup de clubs, on arrive et puis on a la liste des fameux joueurs formés, joueurs professionnels formés dans les clubs. Et aujourd'hui, j'ai creusé et je ne l'ai pas trouvée. Elle n'existe pas à Monaco, donc on est en train de la créer. Et aujourd'hui, je suis juste sur 50 ans à 147 joueurs professionnels formés par l'AS Monaco. Donc c'est un chiffre qui est incroyablement élevé en 50 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez eu dans vos murs
en centre de formation le capitaine de l'actuelle équipe de France, il y a une certaine fierté quand même de tous ceux qui ont travaillé autour de lui à un moment donné. Un modèle, vous l'aurez compris, qui a donc porté ses fruits. L'AS Monaco a formé de nombreux joueurs de très haut niveau, comme l'ancien attaquant des Rouges et Blancs, Valère Germain, présent à cette table ronde, heureux d'avoir fait partie, il y a quelques années de cela, de cette aventure. Ce sont des années de ma vie que je n'oublierai jamais, des souvenirs gravés en moi, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours à la formation. Des amitiés aussi avec des joueurs qui ont été formés avec moi. On a la chance d'être très bien entouré, de vivre avec des joueurs au quotidien et des jeunes joueurs qui partagent le même rêve, à vrai dire, 24 heures sur 24, et ça crée de très belles relations et des relations qu'on garde à vie. Ça a été au début une idée de monsieur Campora, d'avoir eu l'intelligence de bien s'entourer, d'avoir choisi les meilleurs formateurs. Et de là, c'est découlé la signature des meilleurs jeunes joueurs de la région et de la France entière. Et quand on savait que, moi personnellement, que le club donnait sa chance donnait beaucoup sa chance à de nombreux jeunes joueurs, et avec aussi l'environnement de Monaco, la sécurité ici, la chance qu'on a, c'est d'avoir un cadre de vie qui est fantastique pour les jeunes joueurs, parce que quand on arrive, on a 15 ans et ça rassure les familles d'être dans un cadre avec autant de sécurité. Un modèle de formation qui repose autant sur le travail sportif que sur l'attention portée à la personnalité des jeunes talents. Lors de cette soirée d'anniversaire, tous ont également rappelé l'importance des valeurs transmises au sein du club, un héritage fort que les jeunes joueurs présents espèrent désormais prolonger. Et sachez que le match face à Auxerre le 19 avril prochain au Stade Louis II sera dédié aux 50 ans de l'Académie. Chaque année, la Fondation Prince-Pierre propose un cycle de conférences qui met en lumière le processus créatif d'artistes contemporains. Hier, la Fondation proposait d'explorer un genre littéraire artistique bien particulier, la biographie, en recevant l'écrivaine et académicienne Dominique Bonnat. Elle est en duplex avec nous. Bonsoir Dominique Bonnat. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour partager avec nous notamment votre parcours de biographe, un parcours qui aura été éclairé par de fortes personnalités. Oui, je suis très heureuse d'être dans la principauté de Monaco pour venir défendre les couleurs de la biographie. C'est un art qui est un peu négligé par rapport au roman, parce que le roman occupe toute la place, presque toute la place dans les librairies. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, j'aime raconter des vraies vies plutôt que des vies inventées. Pourquoi ? Parce que ces vraies vies, celles de Romain Gary, celles de Berthe Morisot, celles de Stefan Zweig, par exemple, entre autres, eh bien, ce sont des vies extraordinairement romanesques. Et que très souvent, la fiction est dépassée par la réalité des vies. Justement, pourquoi avoir décidé un jour de vous intéresser à la vie des autres ? C'est venu assez spontanément. C'est vrai qu'il est aujourd'hui plutôt de bon ton de procéder à des examens de soi, sinon à des psychanalyses complètes. Moi, il m'a toujours semblé que la vie des gens était inspirante et à travers un effet de miroir, on peut se retrouver soi-même, comprendre les mécanismes de sa pensée, de ses émotions, comparer ses amours aux amours des autres. Voilà, je trouve que cet effet de miroir, c'est la force de la biographie. Et écrire une biographie, c'est très subtil, c'est un long travail de documentation. Bien sûr, la biographie suppose un travail dans des archives, de longs séjours dans les bibliothèques. On associe très souvent le biographe d'ailleurs à un personnage un peu intellectuel à lunettes, confiné dans les archives. Mais c'est tout autre chose. En vérité, il faut se souvenir du sens du mot biographie. Biographie veut dire écrire le vivant. Et écrire le vivant, c'est avant tout faire évidemment revivre ces personnalités. Ce sont des personnalités pleines de couleurs, d'originalité, et donc retracer par exemple la vie de Colette, retracer la vie de Joseph Kessel. Enfin, ce sont des défis que je me suis donnés, et à chaque fois, sortant des biographies, je me suis dit que j'étais plus vaste qu'au départ, parce que ces êtres-là ont beaucoup de générosité.
Est-ce que cette rencontre, dans le cadre de votre travail, ont construit votre propre personnalité ? Alors ça, c'est une question difficile, mais il est certain qu'on écrit des livres à la fois pour aller vers un public, pour aller vers les autres, pour raconter une histoire, mais on les écrit aussi parce qu'on a une sorte de manque en soi. On veut connaître davantage, on veut en savoir plus sur soi-même. Et donc, le fait même d'écrire, oui, je pense, permet au départ de grandir. Et après, j'espère de ne pas vieillir trop vite. C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage « Mes vies secrètes » paru en 2019 aux éditions Gallimard. Alors, Mes vies secrètes, c'est un livre particulier. C'est un livre que j'ai écrit pour raconter ce que je ne raconte pas dans mes livres, c'est-à-dire tout ce qui a eu lieu au cours de mes enquêtes, les rencontres, les hasards, les découvertes, les mal au trésor, tout ce qu'un biographe garde pour lui-même. En quelque sorte, ce sont des secrets d'atelier. Et j'ai eu envie d'emmener mes lecteurs qui me suivent depuis un certain nombre d'années, de les amener dans mon atelier et de leur expliquer comment s'écrivent les livres. Est-ce que l'on peut dire que c'est l'autobiographie d'une biographe passionnée ? Oui, on peut le dire, oui. La biographe, pour une fois, dans Mes vies secrètes, mais aussi dans mon dernier livre qui s'appelle Le roi Arthur et qui est un retour sur mon enfance et sur la figure de mon père, Arthur Comte. Ce sont deux livres un peu à part parmi tous les autres, parce qu'en effet, ce sont des livres où je suis au fond la figure centrale, à la fois comme biographe dans Mes vies secrètes et comme écrivain, je dirais, à la source même dans Le roi Arthur. Et ces deux ouvrages ainsi que tous les autres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Merci Dominique Bonnat de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je vous remercie. L'Alliance française de Monaco fête ses 100 ans. Cette association dont le but est de faire rayonner la langue et la culture française organise de nombreux événements tout au long de l'année pour célébrer cet anniversaire. Le dernier en date, la présentation d'un ouvrage écrit par Jean-Yves Giraudon, président de l'association. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Fabien Bonilla. Il me semblait intéressant, utile, d'écrire ce petit opuscule qui fait un peu moins de 100 pages, que nous allons vendre, puisqu'il est en vente au prix de 20 € pour financer nos événements culturels. Cet ouvrage est intéressant parce que il est vraiment, l'histoire de l'Alliance française de Monaco est insérée dans l'histoire de Monaco, mais également dans l'histoire mondiale de la francophonie. Et montre aussi les différentes façons dont les alliances françaises s'engagent, soit dans une mission pédagogique, ce qui n'existait absolument pas au départ. La mission était culturelle. L'enseignement du français aux non-francophones ne viendra que petit à petit, et à Monaco très tardivement, dans les années 80. Mais pour moi, c'était aussi un moyen de faire un modeste plaidoyer pour la francophonie, parce que pour moi, la francophonie est quelque chose qui est essentiel, pas simplement la langue, mais les valeurs qui sont incarnées par la langue et par la culture francophone dont, il me semble, nous avons grand besoin de nos jours dans ce monde qui est assez désolant. Et n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de la Maison de France si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage. Je porte le soleil en moi, c'est le nom de la dernière exposition proposée actuellement à l'Espace 22. On y découvre les œuvres très colorées et pleines de vie d'Olympiax, visibles jusqu'au 19 avril prochain dans la galerie située boulevard d'Italie. Et puis nous tenions ce soir à vous remercier de votre fidélité. Vous avez été près de 800 000 téléspectateurs à suivre sur notre antenne, celle de CNews et celle de TMC, la visite apostolique du pape Léon XIV en principauté. Un événement historique qui cumule 3 millions de vues sur nos réseaux sociaux. Ce moment aura mobilisé nos équipes pour 8 heures de direct. Un grand merci à vous. On se quitte justement avec la visite du pape Léon XIV dans l'œil de nos photographes Manuel Vitali et Stéphane Dana. Passez une excellente soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.
Bonsoir à tous et maintenant cap sur la météo pour préparer votre journée et profiter du printemps. Voyons ce que nous réserve demain notre ciel. Alors demain, mercredi 1er avril, le temps s'annonce plutôt agréable sur la principauté. Le matin, le soleil dominera largement le ciel avec un beau temps lumineux et sans nuages, idéal pour profiter de l'air frais. L'après-midi, quelques voiles nuageux viendront légèrement couvrir le ciel, mais sans perturber pour autant la douceur de la journée. Les températures seront comprises entre 4 degrés au lever du jour et 16 degrés dans l'après-midi, un écart qui vous invite à bien vous couvrir le matin. Côté calendrier, nous fêterons aujourd'hui les Hugues, un prénom souvent associé à la sagesse, un clin d'œil à cette journée ensoleillée propice aux idées lumineuses. Et sinon, le mardi, c'est également la météo de l'eau. Et bien sachez que les sources de la principauté couvrent 50% de notre consommation.